Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin et de répondre à mes questions. Vous êtes député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Et puis le 10 décembre, vous êtes devenu, je cite, coordinateur de l'équipe opérationnelle de La France Insoumise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a d'abord une structure de coordination de la France Insoumise dont je suis membre. Et en fait, l'information qui a été diffusée dans la presse est par ailleurs pas tout à fait exacte puisque je ne suis pas coordinateur de la France Insoumise. Je suis membre de cette structure de coordination de la France Insoumise et celle-ci va se réunir dans les prochains jours et elle décidera en son sein de la manière avec laquelle elle s'organise, à qui elle confie l'animation et la coordination. Ah bon, parce qu'il y a quand même un communiqué qui avait été envoyé à l'agence France Presse. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de communiqué, mais c'est une mauvaise information. Vous verrez la dépêche de l'AFP sur ce sujet. Visiblement, les autres députés de la France Insoumise, eux, avaient compris que c'était ils avaient mal organisé. compris, mais il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Par ailleurs, moi, j'assume tout à fait mes responsabilités. Depuis plusieurs mois maintenant, j'anime le travail de cette coordination qui existait déjà avant le 10 décembre. Le 10 décembre, elle a été renouvelée dans sa composition. Mais vous ne serez donc pas le coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise ? On verra. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut prendre les choses étape par étape et que certains médias ont diffusé des informations de manière un petit peu rapide. Alors, on va pas parler des médias, on va parler de vous. Comment ça se passe ? Qui va décider du coup ? Cette coordination, puisque c'est sur la table. Vous le dis, cette coordination des espaces du mouvement qui est composée de 21 personnes et qui va décider en son sein de la manière avec laquelle elle organise ses travaux, comme elle l'a toujours fait. Et c'est donc en son sein qu'elle décidera. Ça va être en toute transparence ? Bien évidemment, ça l'a toujours été. À la France Insoumise, vous savez, on est un mouvement politique, pas un parti, on est un grand mouvement. Un mouvement dans lequel il y a 360 000 personnes qui ont rejoint cette dynamique. C'est un peu un jeu de dupes là, ce qu'on fait quand même. Présidentielle, pourquoi ? Manuel Bompard, c'est un peu un jeu de dupes, parce que vous dites oui, ça a toujours été très transparent. Ouais. Clémentine Autain, qui est quand même une de vos consoeurs, elle dit qu'il y a du repli et du verrouillage, donc elle n'a pas l'air de trouver que ça a toujours été hyper transparent. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, si vous voulez, on parle de ça. Moi, je pensais qu'on allait d'abord parler des questions qui me semblaient on va parler, mais moi je voudrais importantes. savoir qui j'ai face à moi. En fait, je voudrais pouvoir parler des retraites, de l'énergie, du pouvoir d'achat, mais je voudrais comprendre, vous êtes chef, vous n'êtes pas chef. Mais il n'y a pas de chef à la France Insoumise, il y a des structures de coordination collective, j'en fais partie, j'anime avec mes amis et mes camarades un grand mouvement politique dans lequel il y a plus de 80 000 personnes qui militent au quotidien, il y a 360 000 personnes qui l'ont rejoint, c'est un mouvement politique qui cherche en permanence à comment il est utile au pays, et moi mon enjeu aujourd'hui c'est de faire en sorte que ce mouvement il soit utile dans la séquence qui arrive, et notamment dans cette bataille des retraites, c'est ça les sujets qui sont importants. Vous êtes bien d'accord qu'il y a eu un malaise ? Non, et je pense qu'il y a eu des incompréhensions et je pense qu'il y a eu des informations qui ont été transmises et diffusées, colportées dans la presse qui correspondent pas à la réalité. Comment vous pouvez parler de repli sur soi ou de rétrécissement quand une des décisions que nous avons prises, c'est précisément de mettre en place ce qu'on appelle un conseil politique dans lequel l'ensemble des personnes que vous avez citées Clémentine Autain, je peux en citer d'autres, sont partie prenante de ce conseil politique avec l'objectif Est-ce que ça veut dire, alors là, pas se rétrécir, mais de s'élargir de la manière la plus large possible. Puisqu'il y a eu des incompréhensions et des quiproquos, dites-vous, levons-les. Comment est-ce que ça va se passer quand vous allez vous réunir ? Est-ce que vous avez une date de réunion ? Et quel va être le processus de décision ? On a une première réunion cet après-midi de cette nouvelle coordination des espaces du mouvement. Et cette réunion, elle décidera de la manière avec laquelle ensuite elle ça va pourrait prendre, passer par un vote. Ça pourrait passer par un vote. Vous pourriez être candidat à la direction de cette coordination et vous proposer au vote. Mais cette coordination, elle décidera en son sein. Donc s'il y a plusieurs candidats, elle votera. Mais on verra s'il y a plusieurs candidats ou pas. Mais je pense que vous vous projetez dans une forme d'organisation qui n'est pas la nôtre. Oui, parce que c'est vrai que vous avez dit l'élection, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. C'est pas ce que j'ai dit non plus, mais bon, il y a beaucoup de mauvaises informations dans la presse sur ce sujet, donc c'est pas grave. C'est bien aujourd'hui qu'on ait. Ça, vous l'avez dit au micro de France Inter, je crois. Donc en l'occurrence, c'est pas la mauvaise. Non, je l'ai pas du tout dit au micro de France Inter, mais c'est pas grave. Mais ce qui est vrai. Est-ce que l'élection. Non, mais attendez, ce qui est vrai, c'est que dans les principes de fonctionnement de la France Insoumise, qui sont pas nouveaux, qui datent pas du 10 décembre dernier, qui date de plusieurs années maintenant, il y a la volonté dans n'importe quelle structure, à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, d'essayer de favoriser au maximum des prises de position par consensus, d'essayer de construire du commun, pas de construire du clivage entre des majorités et des minorités. Et puis parfois, il faut voter, et quand il faut voter, on vote. Donc il ne s'agit pas de dire. Mais vous seriez prêt, alors on va se reposer la question, Manuel Bompard, vous seriez prêt à
à dire officiellement, voilà, moi je suis candidat au poste de coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise. Y a-t-il d'autres candidats? Si oui, mais est-ce bien qu'on évidemment, vote? mais Oui, ça pourra se passer en toute transparence. Mais c'est pas le sujet. Enfin, Non, mais il y en a dans qui notre doutent. structure de Pardon, mais enfin, Manuel Bompard, vous pouvez pas me dire c'est pas le sujet. Clémentine Autain hier encore, elle dit la question est de savoir s'il y a encore une possibilité de rediscuter de cette organisation du mouvement. Elle a l'air d'en douter. Raquel Garrido, qui est quand même une de vos compagnonnes de route depuis un petit bout de temps, qui dit il faut que Jean-Luc Mélenchon choisisse s'il veut aider ou s'il veut nuire. Enfin, c'est quand même pas moi qui ai dit que c'était un rétrécissement, un repli, un verrouillage. Ah bah peut-être qu'il y a des gens qui l'ont dit, mais ce que j'essaye de vous répondre, c'est que ça ne correspond pas à la réalité. Maintenant, une fois que nous avons dit ça à Apolline de Malherbe, il me semble que quand on est face à la situation à laquelle on est, c'est-à-dire des prix qui explosent, quand on se retrouve face à la volonté du gouvernement de reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans, moi il me semble que notre responsabilité, ma responsabilité, c'est notre cohésion, notre unité, et c'est certainement pas de polémiquer par médias interposés. Donc, non, il ne faut pas qu'ils se taisent. Il y a des polémiquer. structures de discussion interne. Il est normal que tout le monde puisse s'en saisir. Je souhaite que ces discussions puissent aboutir de manière positive. Maintenant, du point de vue de notre position publique, de nos interventions médiatiques comme celle que je suis en train de faire devant vous, je pense que tout le monde comprendra qu'il me paraît plus utile de se focaliser sur les batailles, batailles du moment. Qui donc, au moment où on se parle, est député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas encore, mais qui pourrait être coordinateur de l'équipe opérationnelle. C'est comme ça que vous m'avez présenté. Et c'est donc là-dessus qu'on va partir comme base. Les retraites, vous en parliez, Jean-Luc Mélenchon qui, après les vœux d'Emmanuel Macron, a dit ça va chauffer en janvier, bonne année. Est-ce que vous souhaitez que ça chauffe? Est-ce que vous demandez aux Français de se mobiliser ou est-ce qu'au contraire, vous espérez que ça n'ait pas à chauffer? Pour que ça n'ait pas à chauffer, il y a une solution très simple. Il faut que Emmanuel Macron et son gouvernement renoncent à passer en force pour reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Si le gouvernement renonce, ça se passera bien. Mais pour l'instant, j'ai écouté les vœux du président de la République. Manifestement, c'est pas sa volonté. Alors que plus de 70% des Français sont opposés à cette réforme, alors que c'est une réforme qui est d'une brutalité sociale insupportable. Pourquoi faudrait-il faire ça? Quel est l'intérêt? Pourquoi vous allez aller voir des gens? Le rapport du corps, la question de l'équilibre entre actifs et retraités ne vous paraît pas justifier l'urgence de la réforme? Mais attendez, d'abord, le rapport du corps, il tord le cou à l'hypothèse d'une trajectoire non contrôlée des dépenses de retraite. Donc le rapport du corps, il dit pas il faut réformer cette année, les et retraites. Encore l'année prochaine, sans doute l'équilibre. Il parle en revanche d'un déficit à partir de l'année suivante. Et le rapport du corps, il y a 3 ans, regardez le rapport du corps de 2019, il disait que cette année, on serait en déficit de 10 milliards en 2022. En vérité, on a été en excédent de 3 milliards. Donc les projections à 10 ans du rapport du corps, permettez-moi de vous dire qu'il vaut mieux les prendre avec un petit peu de vigilance. Le corps fait un travail sérieux, mais ces projections, elles peuvent parfois être contrebalancées par une évolution des paramètres économiques. Donc il n'y a aucune nécessité économique aujourd'hui à réformer les retraites. Par contre, clairement, c'est une réforme qui va avoir une conséquence extrêmement directe pour des millions de gens dans ce pays. Écoutez, qui, dans 5 ans, vont être à la retraite aujourd'hui et à qui on va dire, non, finalement, c'est pas dans 5 ans, c'est dans 8 ans. Des gens qui sont fatigués. Dans 5 ans, mais en effet, c'est ceux qui, aujourd'hui, travaillent et qui, dans 10 ans, dans 15 ans, puisque ce serait échelonné. Je vous ai dit 5 ans, c'est à peu près à cet horizon-là, la réforme telle qu'elle est proposée aujourd'hui par le gouvernement. Donc, c'est insupportable. Imaginez bien qu'il y a des gens, c'est pas par plaisir, par bonheur, il y a des gens, quand ils arrivent aujourd'hui à 61, 62 ans, ils sont plus en capacité de continuer à travailler. Il faut penser à eux. Donc pourquoi faire cette réforme? Alors, Elisabeth Borne, la Première ministre, dit que reporter l'âge de départ à 65 ans n'est pas un totem. C'est pas un totem, elle a qu'à renoncer parce que pour l'instant, dans toutes les discussions qu'elle a, que ce soit avec les organisations politiques ou que ce soit avec les organisations syndicales, elle a dit que s'il y avait un sujet qui n'était pas discutable, c'était celui du report de l'âge de départ à la retraite. Si elle renonce au report de l'âge de départ à la retraite, alors on peut discuter. Mais pour l'instant, elle a toujours refusé de renoncer à ce report. Alors si on parle d'annuité, parce que c'est quand même ça aussi la question, et il y a un certain nombre de syndicats qui sont contre toute réforme des retraites, il y en a d'autres qui disent on est contre l'âge qui tomberait comme un coup près, mais on n'est pas contre l'idée d'une augmentation du nombre de trimestres cotisés. C'est notamment éventuellement l'ouverture de la CFDT. Est-ce que vous, si Elisabeth Borne dit, on n'ira pas au-delà d'un certain nombre d'annuités, de 43 annuités par exemple,
ça peut être une base de discussion? Mais non, mais nous, Ou vous ne voulez pas de réforme du tout? Non, mais nous, c'est pas qu'on veut pas de réforme du tout, c'est qu'on veut une réforme dans une autre direction. Nous, on est favorable au retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Ça, c'est la proposition que nous mettons sur la table. Maintenant, vous évoquez une hypothèse qui n'est pas dans les hypothèses du gouvernement. Le gouvernement, il envisage, si mes informations sont bonnes, 2 hypothèses, le report à 65 ans ou le report à 64 ans avec un allongement de la durée de cotisation. Aucune de ces 2 options n'est acceptable. Aucune de ces 2 options n'aura un accord d'une organisation syndicale. Et si c'est une question d'annuité, je les entends bien. Si ce que semble dire Elisabeth Borne, elle dit, voilà, la limite absolue, ce sera 43 annuités, est-ce que ça... Non, mais ça change rien. Non. Enfin, écoutez, le sujet, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler plus longtemps? Est-ce que on n'est pas dans une situation où il y a eu des tels gains de productivité dans le travail que ces gains de productivité doivent permettre qu'on travaille moins longtemps, qu'on puisse avoir davantage de temps pour son temps libre? Il y a beaucoup de maires dans ce pays, par exemple, qui ont plus de 60 ans. Si on les oblige à aller travailler, il y aura plus de maires pour s'occuper des petites communes en particulier. Il y a des gens, quand ils sont à la retraite, ils s'occupent, ils font de l'engagement associatif. L'organisation de la vie. Mais bien évidemment, on a, au cours du siècle, on a gagné beaucoup de productivité. C'est-à-dire qu'un salarié aujourd'hui produit autant de richesse que 2 ou 3 salariés il y a 50 ans. Et la question qui nous est posée, c'est ces gains de productivité, à qui ils profitent? Est-ce qu'ils sont dans les poches des actionnaires? Est-ce qu'ils sont dans les dividendes? Est-ce qu'ils sont dans les profits des grandes entreprises? Ou est-ce qu'au contraire, ils permettent de soulager la vie, de faire en sorte qu'on travaille moins longtemps et qu'on puisse vivre mieux? Et pour l'instant, c'est une tendance inverse qu'on observe. C'est-à-dire que la génération de 1960, elle passera 1 an de moins à la retraite que la génération de 1950. Et si le gouvernement met en place sa réforme, la génération de 1970, elle passera 2,5 années de moins à la retraite que la génération de 1950. C'est l'inverse du sens de l'histoire. Pourquoi elle est dans cette direction? Franchement, je ne le comprends pas. Vous irez manifester? Est-ce que vous avez déjà pu mobiliser largement? On évoque une date, le 21 janvier. Oui, alors le 21 janvier, il y a une date de mobilisation à l'appel des organisations de jeunesse. Et la France Insoumise soutient cet appel à marcher à Paris le 21 janvier prochain. Et puis, je crois que les organisations syndicales doivent se réunir le 10 janvier. Peut-être qu'elles décideront d'une date de journée de grève, de manifestation. Et bien évidemment, dans ce cas-là, nous la soutiendrons comme nous l'avons toujours fait. Je pense que ces différentes initiatives, elles doivent être complémentaires. C'est une grande bataille qui s'annonce. Que tout le monde manifeste ensemble, c'est-à-dire que le 21 janvier, c'est la proposition que font les organisations de jeunesse, que vous faites. Est-ce que vous appelez les syndicats à vous rejoindre le 21 janvier? Non, mais je crois que les syndicats, ils ont un choix. Ils ont fait un choix pour l'instant, c'est de mobiliser dans le cadre de l'intersyndical qui est le plus large possible. C'est un choix que je respecte et que je comprends. Donc il va y avoir différentes formes d'initiatives. Les syndicats, plutôt des journées de grève ou de manifestation. Vous n'avez pas intérêt à vous mettre d'accord en semaine, ensemble? Nous, on propose des initiatives le week-end et ces différentes initiatives, elles sont complémentaires. Il ne faut pas les opposer l'une à l'autre. Si on veut gagner cette bataille, qui va être une bataille très importante, très dure, si on veut gagner, il faut faire en sorte que la mobilisation, elle soit tout azimut. Il y a 20% des Françaises et des Français qui disent qu'ils sont prêts à participer à un mouvement social contre les retraites. Moi, si vous mettez 20% des Français dans la rue... Voilà, je leur dis mobilisez-vous. Parce que si vous bougez pas, si vous laissez faire, à la fin, on n'aura que les yeux pour pleurer. Donc il faut se mettre en mouvement parce que le gouvernement nous oblige à nous mettre en mouvement pour empêcher qu'il passe en force sur les retraites. Puisque manifestement, il veut écouter personne. Il est tout seul, il a tous les syndicats contre lui. Il a 70 à 80% des Français contre lui, mais il s'entête dans cette direction. Donc il faut se mobiliser pour l'empêcher de le faire. Et Elisabeth Borne qui précise que c'est le 23 janvier prochain que ce projet sera présenté en Conseil des ministres, qui viendra ensuite à l'Assemblée. Si elle sort le 49.3, en même temps, vous aurez plus aucune arme. Si elle sort le 49.3, ça démontrera à nouveau la brutalité avec laquelle le gouvernement envisage des réformes aussi importantes que la réforme des retraites. D'ailleurs, elle devrait le préciser, elle devrait dire en toute honnêteté aujourd'hui si elle a l'intention d'utiliser le 49.3 sur ce sujet ou pas. Moi, je lui pose la question. Est-ce que vous renoncez à l'utilisation du 49.3 pour essayer de convaincre les Françaises et les Français et une majorité de députés de soutenir votre texte de loi ou pas? Je pense que ce serait important qu'elle réponde à cette question. Donc sur le 49.3, voilà votre appel. Sur le fond, j'ai quand même pas complètement compris. Est-ce que votre totem, votre ligne rouge à vous, c'est l'âge, c'est la durée d'annuité ou c'est les deux? Mais c'est les deux. Nous sommes favorables à réduire l'âge de départ à la retraite et à réduire la durée d'annuité. De toute façon, vous les réduire. Donc, en effet, ces deux directions totalement... d'accord avec ceux qui veulent les allonger, au contraire. Et souvent, on prend des exemples européens. Je veux quand même rappeler que, parce que souvent on nous dit oui, mais partout en Europe, etc. La durée de cotisation, elle est de 40 annuités au Portugal. Elle est de 40 annuités en Grèce. Nous, on est déjà au-delà. Alors, vous prenez l'exemple. Oui, mais moi, je vais vous donner des exemples. Non, mais je ne veux pas jouer à ce jeu-là, mais le gouvernement... Enfin, en Espagne, on part à la retraite entre 65 et 66 ans. En Allemagne, à 67 ans. Mais au vous inquiétez Danemark, pas, Pauline à de Malherbe, 67 le gouvernement...
multiplie ses arguments à longueur d'antenne. Donc je me permettais juste d'utiliser l'opportunité. C'est une histoire de fait. Hein. Je regarde, en Irlande c'est 66, en Italie c'est 67. Est-ce que c'est vrai que c'est 40 annuités au Portugal et en Grèce? Est-ce que c'est vrai que l'âge de départ à la retraite pour les femmes en Autriche est de 60 ans? Pourquoi on s'alignerait toujours sur ce qui est le moins favorable? 60 ans pour les femmes, en Autriche 65 ans pour les hommes, mais la réforme est en cours pour justement aligner les femmes sur les hommes. Pourquoi on essaierait toujours de s'aligner sur ce qui est le plus défavorable? Pourquoi on pourrait pas s'aligner? Par exemple, que les femmes puissent partir très nettement comme ça, avec 5 ans d'écart à la retraite, 5 ans plus tôt que les hommes. Non, moi je pense qu'il faut une mesure qui soit la même pour toute la population. Par contre, il faut faire en sorte que les retraites des femmes soient au même niveau que les retraites des hommes. Et donc ça passe par le fait notamment de faire en sorte que les rémunérations tout au long de la vie soient au même niveau pour les femmes que pour les hommes. Et puis parce que souvent on me dit, mais comment vous faites pour financer la retraite à 60 ans, etc. Si on faisait en sorte que les salaires des femmes soient alignés sur les salaires des hommes, le surplus de cotisations sociales pour les retraites qui remplirait les caisses des retraites permettrait de financer une partie de l'effort nécessaire pour revenir à la retraite à 60 ans. Et puis on peut mettre en place une surcotisation sur les plus hauts revenus. Et puis on peut créer des emplois. Et puis on peut faire en sorte de soumettre à cotisation retraite des rémunérations qui sont pas soumises aujourd'hui, comme le versement de dividendes, comme le rachat d'actions. Il y a plein de solutions pour faire en sorte qu'on puisse ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Mais il faut se donner les moyens de le faire. C'est tout à fait possible. Emmanuel Bompard, je voudrais qu'on parle aussi de la question des prix de l'énergie, avec notamment ce cri du cœur d'un certain nombre d'artisans, de commerçants qui voient leurs factures d'électricité exploser, qui ne savent pas comment faire face. Écoutez ce que dit notamment ce boulanger dans l'Oise. La facture du mois de décembre, monsieur, est montée jusqu'à 12 880 € et des poussières. Le mois dernier, c'était 6 000. J'ai payé le mois dernier et ça fait un trou dans ma trésorerie. Et là, j'ai reçu il y a quelques jours ma facture qui va être débitée dans quelques jours en janvier. Et je ne peux pas la payer parce que sinon, ça fait fermer mon entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez au gouvernement? Il y a beaucoup de choses à faire. C'est dramatique pour les entreprises. Vous venez de donner un exemple. C'est dramatique pour les ménages. Le gouvernement dit il y a un bouclier tarifaire de 15%. 15%, c'est pas un bouclier tarifaire, c'est un matraquage tarifaire. Ça veut dire que les ménages, en moyenne, vont voir leur facture d'énergie augmenter de 300 € dans l'année. Alors, qui peut payer 300 € de plus aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord des mesures d'urgence. Les mesures d'urgence, ça fait des mois et des mois qu'on dit qu'on peut prendre des mesures d'urgence face à une situation d'urgence. Et cette mesure d'urgence, c'est de bloquer les prix. En bloquant les prix, en mettant à contribution les profits des énergéticiens, les profits des entreprises gazières qui ont engrangé des profits extraordinaires ces derniers mois face à l'augmentation de ces prix de l'énergie. Ça, c'est la mesure d'urgence. Et puis après, il y a des réformes plus structurelles. Il faut sortir du marché européen de l'énergie. C'est totalement hallucinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le prix de l'électricité qui est aligné sur le prix du gaz, alors que les prix de production ne sont pas les mêmes. Mais ça, pour le coup, vous êtes tous d'accord. C'est-à-dire que même Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'économie, il est contre ce système. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait alors? Il essaye, dit-il, mais c'est vrai que ça fait au moins un an qu'ils en parlent tous et que rien ne se fait. Mais attendez, Apolline Maire, ça vous a peut-être pas échappé qu'il y a un an, la France a exercé la présidence de l'Union européenne entre janvier 2022 et juin 2022. On voit qu'à l'époque, ça nous arrangeait bien parce que justement, on était exportateur d'électricité. D'accord, mais à un moment, il faut avoir un petit peu de continuité, si vous voulez, dans la politique qu'on met en place. La France a eu la présidence de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle a fait pour faire en sorte qu'on sorte du marché européen de l'énergie? Il suffit pas de blablater comme le fait Monsieur Le Maire. Il faut faire en sorte qu'on sorte du marché européen de l'énergie. Là, vous parliez de la question aussi de l'énergie. Il y a la question du tarif réglementé. Exactement, qu'il faut maintenir. Qui va normalement s'arrêter. Au 30 juin prochain, que ça s'arrête. Stop. On arrête cette évolution. Mais il faut désobéir à ces règles de libéralisation du marché de l'énergie qui produisent des résultats qui sont des résultats totalement hallucinants. C'est-à-dire que aujourd'hui, la France va acheter l'énergie à un prix beaucoup plus important que ce qu'elle produit sur son propre territoire. Tout ça n'a aucun sens. Tout simplement. Donc vous dites stop. S'il en est encore temps, vous dites stop. On arrête cette ouverture à la concurrence. On arrête cette du secteur du marché. Parce que ce qui produit cette augmentation exponentielle des prix de l'énergie, c'est pas une augmentation exponentielle des coûts de production de l'énergie, c'est des mécanismes de spéculation. Et donc, ces mécanismes de spéculation, ils sont dus au fait que l'énergie est aujourd'hui un marché. Donc, il faut sortir l'énergie du marché. Donc, il faut remettre des tarifs réglementés. Les transports, l'ouverture à la concurrence du secteur des transports. Moi, j'y suis totalement opposé depuis des années et des années parce que ça va produire exactement le même résultat. Restons sur l'énergie un instant. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont rentrées sur le marché de l'énergie pour être des distributeurs concurrents alternatifs de EDF par exemple, et à qui la loi oblige EDF à vendre à ces entreprises de l'énergie à un prix inférieur au coût
que coûte la production de cette énergie à EDF. C'est comme si vous proposiez à des boulangeries de s'ouvrir à côté d'un autre boulanger, mais que vous obligiez cet autre boulanger à vendre son pain à l'autre boulangerie moins cher que ce que ça lui coûte de le produire. Ça n'a aucun sens. Donc à un moment, il faut... Donc stop, on arrête ce processus. Franchement, je ne sais pas où on est là. Donc bien sûr qu'il faut arrêter ce processus. Il faut revenir à un secteur qui soit un secteur régulé dans le secteur de l'énergie. Manuel Bompard, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône, vous donnez donc la date du 21 janvier pour une mobilisation, une première mobilisation contre les réformes, la réforme des retraites. Et puis, vous le dites, donc cet après-midi, il y aura cette réunion. Je cherchais le nom parce que ça s'appelle Coordination des espaces de la France Insoumise. Parce que la France Insoumise, il y a différents espaces d'action. Et si Clémentine Autain vous entend, vous lui dites sois candidate, il n'y a pas de problème, je pourrais voter pour toi. Mais je vous ai dit que c'était au sein de cette coordination des espaces. Elle n'est pas membre, elle est membre du conseil politique, elle est membre du bureau du groupe parlementaire. Donc personne n'a été exclu. Et vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que dans la période que nous vivons, avec les sujets dont on a parlé aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Adrien Quatennens, il est toujours membre de cette... Non, il n'est pas membre de cette coordination des espaces. Il en était le coordinateur. Il n'est pas coordinateur. Il n'est pas membre de ces espaces de direction. Il n'est plus membre aucune structure de direction de la France Insoumise aujourd'hui. C'est les décisions qui ont été prises. Il revient la semaine prochaine dans l'hémicycle, ça vous met mal à l'aise? On lui a posé la question, c'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que moi je vous pose la question à vous, est-ce que ça vous met mal à l'aise? Non mais attendez, moi le groupe politique auquel j'appartiens a pris une décision. La décision c'est que pendant 4 mois il est exclu de notre groupe. À partir de ce moment-là, ce qu'il va faire pendant ces 4 mois, ça lui appartient à lui, ça m'appartient pas à moi. Et moi je suis attaché aux décisions collectives. On parlait tout à l'heure de collectif et de transparence. Notre groupe parlementaire a pris une décision. Certains considèrent sans doute que cette décision n'est pas suffisamment sévère. D'autres peut-être qu'elle est trop sévère. Mais vous en resterez à ça, en tout cas. J'ai entendu des interventions dans les deux sens. Mais je pense qu'à un moment, il faut être capable de se dire que quand on a pris une décision, il faut que cette décision s'applique. Manuel Bompard, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône, est donc potentiellement chef en puissance. Il n'y a pas de chef, je vous ai dit, à la France Insoumise. Vous avez une vision qui ne comprend pas ce qu'est un mouvement par rapport à un parti politique. Il est 8h54. Moi, je suis attaché au collectif et au fait qu'on va travailler tous ensemble dans cette dites-le période. à 8h54 sur la RMC BFM TV.